Très bien. Bon, ben, je vais supprimer la caméra parce que ici, je suis dans un endroit où la communication n'est pas extraordinaire, mais je vous entends, je vous vois, il n'y a pas de souci et je pourrai donc intervenir quand vous le souhaitez. Très bien. Donc, Monsieur André Gorius, qui va intervenir sur un point bien précis qui est lié à tout ce qui concerne la protection des idées, les brevets, INPI, parce que nous sommes un des départements qui, à ce niveau, est très en retard. Et il y a énormément de créativité dans ce département. Preuve en est, c'est que nous possédons 21 000 professions TI, travailleurs indépendants, qui sont décomposés entre les commerçants, les professions libérales, etc. Et donc, par rapport à l'ensemble anti-Guyane, nous représentons 51% de travailleurs indépendants, qui eux-mêmes constituent 21 000 personnes au total sur la Guadeloupe, là où nous savons que nous avons 26 000 salariés qui, eux, bien sûr, sont attachés à des entreprises existantes de type TPE, qui sont à 97% représentantes, et les autres qui sont des PMI, etc., etc. Donc cet esprit, à mon sens, c'est une analyse personnelle, de créativité, est certainement un des éléments incontournables du développement futur de l'économie de la Guadeloupe. Et à ce titre, toutes les inventions qui sont aujourd'hui réalisées, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas du tout protégées. Voilà, donc c'est le but de l'intervention de Monsieur André Gorius. Très bien. J'entends, Bonjour, donc bonjour à tous. Moi, je me connecte depuis Lyon, mais justement, oui, effectivement, je voulais partager quelques éléments avec vous. Alors, avant de commencer, Jean-Noël nous dit que ces questions de propriété intellectuelle et puis la relation avec la croissance durable et tout simplement la qualité des business et leur profitabilité, c'est un problème départemental. Non, alors rassurez-vous, c'est un problème que connaissent tous les pays du monde que je connais. La semaine dernière, j'étais au Cameroun pour faire à peu près le même type de discussion et aller beaucoup plus dans le détail. C'est un problème mondial. Les patrons d'entreprise ne savent pas que la propriété intellectuelle, c'est pas que les brevets, quoi. En gros, pour faire simple. Donc, si vous le permettez, je vais partager quelques éléments économiques avant de vous parler du projet que je voudrais bien mettre en place en Guadeloupe. Je vais donc partager quelques slides que j'ai préparés. Je vais me mettre en plein écran. Alors ça, c'est qui je suis, ça vous intéresse pas forcément. Je vais juste vous dire en un mot, c'est que je suis pas du tout ici pour essayer de vendre des heures de consultant ou que sais-je. Je suis ici parce que je crois, je suis retraité et je crois à l'importance de la propriété intellectuelle pour les TPE et les PME. Et comme je vous le dis, je parcours le monde pour faire ces questions, et un peu sensibiliser l'ensemble de l'économie à ces questions de propriété intellectuelle. Alors pour commencer, la propriété intellectuelle, tout le monde a en tête la propriété intellectuelle. Un, c'est des histoires de brevets. Deux, déposer un brevet, c'est cher. Trois, maintenir un brevet, le défendre, etc., c'est cher, etc. Alors la propriété intellectuelle, c'est pas que ça. Ça peut être de manière très simple. Alors, je me suis permis de vous donner un exemple. Alors, c'est de l'anglais, mais je vais assez facilement vous dire de quoi il s'agit. Voici une marque. Une marque, on imagine en général, quand on parle d'une marque, qu'on a un logo, on a un nom de personne. Ça peut être la marque Glorious, qui n'existe pas, enfin, à ma connaissance en tout cas. Ça peut être plein de choses, mais si Jean-Noël, enfin, si les personnes qui sont présentes peuvent se demander de quoi il s'agit, ce serait assez intéressant d'avoir vos retours. Alors, on voit que c'est une marque déposée par Lucasfilm, hein, ce sont les gens qui font des films, excusez-moi, aux États-Unis. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais cette marque, elle dit en gros, c'est un mécanisme. Alors, c'est pas une marque, mais enfin, c'est pas au sens où moi je l'entends d'habitude, mais c'est vraiment une marque déposée, un mécanisme qui permet de changer la voix d'une personne. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est. Si j'étais devant vous, je vous ferai l'expérience. Mais la réalité, la marque, c'est que c'est un truc du genre. Eh bien, cette marque, c'est la manière de respirer de Dark Vador dans les films de Star Wars. Donc voilà, une marque, c'est pas forcément un nom, c'est pas forcément un logo, ça peut être quelque chose d'aussi étonnant que ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des choses qu'elles ont inventées, qui ne ressemblent pas à des brevets, qui ne ressemblent pas à des marques, mais qui peuvent être assimilées à ce genre de choses. Autre chose, et là je vais venir dans le domaine des brevets, une entreprise qui fait de la restauration peut très bien
déposer un brevet, voire d'autres types de propriétés intellectuelles, je ne rentrerai pas dans les détails, sur, par exemple, les recettes de cuisine ou la forme des aliments, la forme des plats, etc. Il y a plein de conditions, mais voilà, il faut que les entreprises ne le savent pas. Alors moi, je rencontre énormément de patrons d'entreprises, ça va des grands groupes à des micro-PME ou des TPE. Eh ben, en général, les gens ne sont pas au courant parce que ce n'est pas leur sujet, la propriété intellectuelle. Et c'est d'ailleurs dommage. Alors c'est dommage pour la raison suivante. Alors, une fois de plus, là, c'est un exemple évidemment qui n'a rien à voir avec la Guadeloupe, mais c'est juste un exemple que j'aime bien montrer. C'est que avant, Nortel, une société de télécom à l'époque, avait déposé le bilan en 2009, hein, et la valeur des actifs de Nortel à l'époque était estimée à 1 milliard de dollars. Sauf que ces braves gens de Nortel, lorsqu'ils ont été liquidés, ben, le liquidateur a réussi à vendre leur portefeuille de brevets pour 4,5 milliards de dollars. 4,5 fois plus que la valeur de l'entreprise qui avait été estimée à l'époque. Si ces gens-là, Nortel avait à l'époque essayé de valoriser un peu leur portefeuille de brevets ou leur propriété intellectuelle, moi je ne suis pas convaincu qu'elles auraient vraiment fait faillite. Donc le message ici, c'est souvent, la propriété intellectuelle, et je vais en 2 mots, vous dire de quoi il s'agit, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas quelque chose qui est reconnu d'habitude, c'est pas quelque chose qui est considéré comme important par les sociétés, mais qui révèle parfois des pépites. Alors, ce cas-là, il n'est pas isolé. Il y a plein de PME, j'ai pas mal d'exemples de PME, ailleurs qu'en Guadeloupe, ailleurs qu'en France même, en Chine en particulier, qui ont des portefeuilles de brevets énormes et pardon, de la propriété intellectuelle de valeur énorme, et pas seulement des brevets, qui leur permet derrière de lever des fonds, pour faire aussi simple que ça, de lever des fonds pour gagner de l'argent et pour être capable de survivre ou de se développer. La propriété intellectuelle, de manière assez large, c'est pas que les brevets et c'est pas l'objectif de cette discussion de vous en parler, mais ayez en tête que c'est pas que les brevets et les marques, c'est plein d'autres choses. La manière de cultiver des plantes peut être, on va dire, est un actif de propriété intellectuelle. Le secret des affaires peut être un actif de propriété intellectuelle. Donc on va bien au-delà de toutes ces questions de brevets et de marques. Et c'est ce que les gens ont en tête d'habitude. Et comme je vous l'ai dit, la marque, parfois, bah, c'est pas ce qu'on imagine. Alors là, je suis un peu technique, mais dans les mois qui viennent de passer, j'ai fait une étude avec quelques-uns de mes collègues. Et ce graphique, alors je vais vous l'expliquer en un mot, mais on a analysé 66 000 sociétés, alors dans le monde entier. 66 000, pourquoi? Bah parce que la base de données qu'on avait comportait 66 000. Si j'en avais eu un peu plus, j'aurais fait un peu plus, mais c'est déjà une très très grosse base de données. Et on a regardé pour l'ensemble de ces sociétés entre 2007 et 2022 ce qu'elles sont devenues. Alors, bien entendu, il y en a plein qui aujourd'hui continuent à fonctionner, mais il y en a quand même une grosse dizaine de pourcents qui ont fait faillite durant cette période. Alors, 2007-2022, c'est pas le hasard si on a choisi cette période, c'est parce que là-dedans, il y a 2 crises, hein, celle des subprimes américains et puis celle du Covid. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, M. Trump, en ce moment, il nous aide beaucoup, donc on fera une statistique l'année prochaine pour voir ce qui s'est passé dans l'année 2025, en espérant que ça finisse par s'arrêter, tous ces à-coups dans l'économie. Mais le message important ici, alors ce graphique, peu importe si vous le comprenez bien ou pas, c'est pas vraiment le détail, c'est pas vraiment important, mais en ordonnée, j'ai le nombre de sociétés, alors c'est une échelle logarithmique, c'est le nombre de sociétés qui ont fait faillite durant cette période, et en abscisse, leurs valeurs d'entreprise. Alors, si on est dans les PME, on est plutôt évidemment dans ce domaine-là, hein, où on a des chiffres d'affaires qui sont inférieurs aux millions, voire inférieurs à 10 millions, etc. Ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble, les petits triangles verts, là, ce sont l'ensemble des faillites qui ont eu lieu durant cette période sur ces 66 000 entreprises. Alors, ce qui est quand même assez notable, c'est que parmi toutes ces faillites, alors, en gros, une sur 50, une société sur 50 a fait faillite dans cette période, et ça, c'est mondial, hein. J'ai des statistiques, bien sûr, beaucoup plus détaillées. Je ne pense pas que j'en ai trop sur la Guadeloupe, mais c'est sûrement pas très difficile à faire. Le message important, c'est que parmi l'ensemble de ces sociétés qui ont fait faillite, euh, seuls 3%, ou plutôt 90%, n'avaient pas d'actifs de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas posé la question de la protection, de leur savoir-faire, de leurs innovations, de leur spécificité propre, comme leurs recettes de cuisine, etc.
Donc, le taux de faillite, alors ensuite on regarde des petits points rouges là, et j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, ceux-là. Il reste une trentaine de sociétés dans le monde, après toutes ces faillites-là, il reste une trentaine de sociétés dans le monde qui ont fait faillite, et pourtant qui avaient de la propriété intellectuelle. Le message ici, il est clair, c'est que si on prend une PME qui a une probabilité de, on va dire, de partir en faillite élevée a priori, lorsqu'on lui reconnaît des actifs de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'on l'aide à comprendre qu'elle a de la propriété intellectuelle et qu'on l'aide à gérer cette propriété intellectuelle. Et une fois de plus, mon but, c'est pas de le vendre des heures ici, hein, c'est vraiment pas l'objectif. Et ben, dans ces cas-là, les sociétés, ben, on leur dit, ben, en gros, votre taux de faillite, il est vraiment divisé par un facteur qui est encore une fois 50 ou 100. Donc une boîte qui a pas de propriété intellectuelle a une probabilité de faillite qui est ce qu'elle est. Une boîte qui a beaucoup de propriété intellectuelle, ben, en gros, elle a très peu de chances de tomber en faillite. Il nous C'est pas, reste, oui, il nous reste 5 minutes pour conclure. je conclus dans les 2 slides qui suivent. Ici, une statistique qui représente simplement l'ensemble des pays du monde. Mais vous voyez que la France, on n'est pas les meilleurs pays dans le monde. C'est-à-dire que parmi les sociétés qui ont de la propriété intellectuelle, il y en a quand même 0,3% qui peuvent tomber en faillite, mais ça veut dire aussi qu'il n'y en a que 0,3%. Donc en gros, plus de 99,7% de sociétés qui ont de la propriété intellectuelle n'ont pas de risque élevé de faillite. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous proposer de faire? Qu'est-ce qu'on veut proposer de faire? Et c'est mon dernier slide. On veut simplement proposer un programme de sensibilisation des TPE, PME à la propriété intellectuelle. La formation, donc, qui sera exemplifiée par des cas concrets. Je vous ai montré que j'avais un peu d'expérience dans le domaine. L'idée, c'est d'informer sur les différents types de droits de propriété intellectuelle, de faire comprendre leur importance pour la création de valeur et en particulier leur impact stratégique. Je pense que ce que je vous ai montré il y a quelques minutes doit vous éclairer un petit peu. Et apprendre à les gérer, bien entendu. C'est ça la partie la plus importante. On le voit, alors c'est pas un truc que je développe en l'inventant, on l'a déjà fait dans plein de pays du monde, et plein même de départements français. Le déroulement, c'est une journée en présentiel, avec une vingtaine de participants par séance, parce qu'au-delà, il n'y a pas d'échange. Et puis des ateliers complémentaires, en tant que de besoin, il y a des gens qui ont besoin d'approfondir les marques, les brevets, les machins, les recettes de cuisine, on fera ce qu'il faut. Les intervenants, a priori, on serait 3 ou 4. C'est-à-dire que moi-même, je prends l'initiative et bon, allez voir mon CV. Pour les spécialistes locaux, nous avons une avocate de propriété intellectuelle guadeloupéenne, Maître Karine Lignon, pardon. Et puis nous avons une spécialiste de la gestion de la stratégie d'entreprise au niveau de toutes les questions incorporelles, propriété intellectuelle, etc., qui s'appelle Sabrina Mathias. Donc voilà, mon message, c'est il faut qu'on aide les entreprises à comprendre et je vous propose de le faire efficacement en en tant que de besoin, former les gens ou sensibiliser les gens en Guadeloupe. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, André, pour ton intervention. Merci à tous et bravo. Je vous souhaite une bonne continuité et je reste bien sûr à votre disposition pour toute question complémentaire par le biais du modem dans lequel je suis membre. Bien à vous. Gino, il faut passer la parole à Monsieur Calamel de Ah, l'économie d'accord, bleue. entendu, je passe Et la puis, parole à Monsieur Calamel. on termine. Bonjour à toutes et à tous. Mais vous avez compris, l'économie bleue, je ne suis pas le porteur, je suis le président fondateur de l'Union des villes bleues d'avenir. On existe depuis 2007 et on a engagé une stratégie sur les villes liées à notre héritage et à notre avenir, liées à la mer, aux eaux, et sur lequel on fait un travail d'assistance et de développement au sein d'une coopérative d'intérêt collectif et d'utilité sociale. Et j'ai bien aimé la proposition de Betty sur les marques, sur les droits d'auteur, puisque une des innovations qu'on propose dans le label et pour les collectivités, c'est d'abord de protéger le nom de la ville. On voit bien qu'aujourd'hui, dans notre monde où tout a de la valeur et tout est important de protéger, et on a parlé tout à l'heure de l'IA, qui va être, je pense, un des grands problèmes des droits d'auteur, des copies, etc. On est parti du constat qu'une ville aujourd'hui, le nom d'une ville,
pour faire plaisir à Nicole Herdan Gourbert. Aujourd'hui, c'est un nom de ville, donc la population a une relation très administrative avec la ville, et un des enjeux, c'est d'élever le nom de cette ville et de toutes les villes qui font partie de la labellisation et du réseau au titre de patrimoine. Ce nom de ville, il doit incarner pour la population, pour les enfants, une histoire, des valeurs, une culture. Et ces éléments-là ne sont souvent pas pris en compte dans les communes. Donc on a une relation avec les élus, avec l'administration, qui est très loin de, aujourd'hui, ce que nous, on estime important à bâtir en termes de relationnel entre la population, les entreprises et la ville qui est aujourd'hui portée par des élus au sein d'un conseil municipal. Donc, un des premiers enjeux, c'est de dire comment une ville peut être déposée, le nom de la ville, à l'INPI, et comment on peut construire, à partir du nom de la ville, Gourbert, tout un écosystème éducatif pour les enfants, pour les entreprises qui ont envie de défendre leur ville, mais en termes économiques, ou culturels ou patrimoniaux, et comment le maire et les élus peuvent devenir en fait des défenseurs de cette ville qui a une histoire, une culture, qui met en place aujourd'hui un modèle économique et social avec les acteurs locaux, avec les entreprises. Et là, on voit bien qu'un des enjeux, puisqu'il y a des offres, des produits, des services, des innovations, que la protection aux droits d'auteur à l'INPI ou aux droits de marque est un acte important, puisque dès qu'on va rentrer dans une commercialisation, une communication, une valorisation, il est important que toute la chaîne de valeur qui s'associe à cette stratégie soit protégée et puisse défendre leurs intérêts. Je parle du romier, je parle du restaurateur, je parle du pêcheur, qui pourraient se faire spolier par des entreprises concurrentes ou malveillantes. Et donc, un des outils qui donne de la valeur et qui d'ailleurs est inscrit au patrimoine national sont les marques et les droits d'auteur, les modèles déposés. Donc c'est un des grands enjeux pour nous tous d'utiliser cette protection juridique à l'INPI et à l'Organisation mondiale de la protection, l'ONPI, et c'est un des enjeux aujourd'hui qu'on défend pour que systématiquement toutes les villes de Guadeloupe qui s'engagent dans une conquête de l'économie, de la culture, de son histoire, de la production d'audiovisuel, de la production numérique, de la production d'art créatif, tout cet écosystème puisse être en fait partagé par des marques communes, par des valeurs communes. Et un des premiers actes de protection est le dépôt à l'INPI. Sur ce secteur de l'INPI, de la protection de droits d'auteur, la protection des propriétés intellectuelles, ça permet aussi de travailler sur des stratégies de PPP, de partenariat public-privé. On discute beaucoup dans chaque ville avec des entrepreneurs. C'est vrai qu'ils disent que souvent, il y a un fossé entre l'établissement public et leurs problématiques économiques sur lesquelles ils ont véritablement des besoins, sur des services ou sur des moyens qui ne sont pas de leurs compétences et qui sont de la ville. Et c'est vrai que dans les partenariats publics-privés, une stratégie commune sur des modèles, des services, des organisations communes peut être aussi l'occasion, par la protection des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, de clarifier, de cadrer juridiquement une relation contractuelle entre le public et le privé. Et aujourd'hui, c'est un des grands enjeux, on le voit en Guadeloupe et partout en Outre-mer, où il y a de vrais savoir-faire sur de l'artisanat, sur de l'économie touristique, sur des patrimoines, des cultures locales. On voit bien que quand les écrivains, quand les chanteurs, dans toute la filière des arts créatifs se mettent en place, on voit bien que tous ces outils qui sont des vraies valeurs sociales, mais aussi culturelles et donc économiques, ont besoin de retrouver un cadre juridique de protection. Ces éléments donc, de protection à l'INPI, c'est tout ce qu'on accompagne actuellement avec les équipes projets des villes qui sont engagées dans cette labellisation de l'économie bleue.
dans cette logique de valorisation d'une économie associant l'ensemble de la population et l'ensemble des acteurs économiques. Et c'est vrai que Betty a eu raison de définir quels étaient les outils qui pourraient être mis en place et en commun en termes de protection commune, en termes de développement commun. Et c'est vrai que l'INPI, la protection intellectuelle, en fait partie. Je pense par exemple à un film, je pense par exemple à une photo qui devient une icône de la ville, une icône de la destination. On voit bien que cette protection est indispensable, d'autant plus, et ça revient à l'exercice de tout à l'heure sur le sujet de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de copier des œuvres, est capable de copier des contenus. Donc on voit qu'il est encore plus prudent aujourd'hui avec ce développement. On est capable carrément de reconstruire un avatar d'une personne, de se protéger, d'utiliser les armes juridiques de la protection de la propriété intellectuelle. Et pour faire un lien de ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense, je suis aussi par ailleurs élu, je pense que tous ces outils de progrès, ils ont du sens que si les personnes qui vont en assurer le développement, eh bien, ils soient véritablement dans le positif et dans le progrès. Tous les outils, quels qu'ils existent, on voit bien avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des bonnes pratiques, des messages bienveillants. Il y en a qui l'utilisent, bien entendu, comme une arme. Donc je crois que ce n'est pas un problème aujourd'hui des innovations, des nouvelles technologies. Je pense aujourd'hui que le plus important est dans notre capacité au plus jeune âge d'éduquer, de montrer la limite entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, de nous donner les éléments de contrôle et juridiquement de plainte très concrètes pour arrêter de suite tout ce qui peut être détourné. Et moi, je viens du milieu du sport. Imaginez que, je joue au rugby, ça se voit, hein, imaginez que quand on joue au rugby, on n'est pas de règles, on n'est pas un arbitre. Au bout d'une heure, tout le monde se bat. Tout le monde joue de travers. Donc on voit bien que pour tous les secteurs, qu'ils soient sportifs, économiques, culturels, territoriaux, que ce soit pour l'IA ou pour d'autres sujets, il est important qu'on arrive à cadrer ces outils dans une démarche de progrès. C'est la fin. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole à la salle. Gino, tu donnes la parole à la salle et puis tu clôtures. Oui, d'accord, entendu. Ouais. Qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a une intervention? Non. Ben écoute, alors conclue, Gino, vas-y. Ben, écoutez, moi je pense que cette intervention est certainement riche, surtout en ce que je qualifie de valeur ajoutée, puisque nous avons énormément besoin aujourd'hui en Guadeloupe de démontrer nos singularités et de les transformer en valeur ajoutée. Voilà, c'est ça ma conclusion.